y a 40 000 ans, l'homme de Cro-Magnon, notre ancêtre, succédait à l'homme de Néandertal. Une faune abondante et variée prospérait alors sur les bords de la Vézère. Dans les hautes falaises qui la dominent, l'homme avait trouvé depuis très longtemps des abris sûrs à proximité de ses terrains de chasse. Ayant maîtrisé des techniques plus efficaces, l'homme de Cro-Magnon peut mener en ce lieu privilégié une existence relativement facile. En fonction des impératifs de la chasse, de la pêche, de la cueillette, il effectue des rotations saisonnières sur un territoire probablement assez vaste, mais suffisamment délimité pour que de génération en génération, une culture puisse naître et s'épanouir. Les peintures de Lascaux, vieilles de 15 000 ans, apparaissent comme un témoignage particulièrement important de cette culture et, au-delà, comme un ensemble artistique de valeur universelle. Malheureusement, leur conservation dépend du maintien d'un équilibre climatique fragile et, devenue l'objet d'une surveillance quotidienne, la grotte ne peut plus être visitée qu'exceptionnellement. C'est pourquoi la mise en place dans le même site d'une reproduction rigoureusement fidèle de la grotte et de ses peintures est entreprise. La réalisation en est confiée à un peintre expert en art mural, mais aussi à 2 sculpteurs qui devront s'attacher à reproduire les parois de la grotte dans leurs moindres détails de relief, de granulation, de couleur. L'Institut géographique national effectue des relevés photogrammétriques. À partir de ces relevés, une armature métallique est mise en place, sur laquelle vient s'appuyer à l'extérieur une coque de béton, tandis qu'à l'intérieur est obtenue une première approximation des parois, établie toutefois 3 ou 4 cm en deçà du relief réel. Une première couche d'un ciment spécial sans retrait, récemment mis au point, est appliquée, d'autres suivront, et l'on ira ainsi par étapes successives vers une approche de plus en plus fine de l'original. Pour cela, il faut effectuer des dessins en grand nombre, multiplier les séances de croquis dans la grotte, accumuler les mesures qui, par triangulation, permettent, après l'application de chaque couche de ciment, de situer une peinture avec précision par rapport à l'ensemble. Sur la paroi peu à peu reconstituée, les imperfections apparaissent clairement en fonction des difficultés qu'il y a à mettre en place le dessin. En effet, à la différence de la peinture classique, toile ou fresque, la peinture de Lascaux est une peinture en 3 dimensions. Il n'est possible d'en donner une reproduction exacte qu'en reconstituant le relief avec une extrême rigueur. Lorsqu'il s'agit de la relever sur le papier, on se heurte à des difficultés inextricables. Si, par exemple, une ligne semble s'incurver, elle peut aussi bien avoir été tracée rectiligne et passer simplement sur une cuvette. Avant de pouvoir commencer ce travail, il a fallu mener à bien une longue et minutieuse étude d'ensemble. Mais pendant le travail même, une multitude de difficultés imprévues surgissent
et oblige à d'incessants va-et-vient entre la grotte et le chantier. Nécessite quantité de croquis et de mémoire, destinés à confronter en permanence la reproduction à son modèle et le modèle à la reproduction. Au départ, le sculpteur surtout est mis à contribution. Il va lui falloir ici combler une dépression, là renforcer une arête, ailleurs atténuer un accent trop marqué. Il travaille en liaison étroite avec le peintre, puisqu'en définitive, c'est le dessin qui authentifiera le relief. La dernière couche est constituée par un ciment blanc. Sur ce support déjà proche de la matière finale, le peintre va employer des colorants comparables à ceux qu'utilisait l'artiste paléolithique. Oxyde de fer rouges et jaunes, bioxyde de manganèse noir. À 300 mètres de Lascaux, dans les fouilles du Rigourdou, on a trouvé l'ocre rouge et le noir de manganèse. L'ocre jaune existe dans la grotte de Lascaux elle-même, au fond du puits. Lorsque les grandes lignes du relief sont établies, c'est la matière elle-même de la roche qu'il faut retrouver. Pour que le peintre puisse obtenir une qualité de trait exacte, il faut obtenir la granulation de la paroi originale.
Au fur et à mesure que l'on corrige le modelé de la paroi, plusieurs dessins se superposent exactement, en alternance avec des voiles légers de ciment blanc. On retrouve ainsi la profondeur du trait provoquée sur l'original par la lente pénétration du colorant dans le calcaire. Désormais, les rectifications deviennent de plus en plus légères, les ajustements infimes. Le dessin s'inscrit plus facilement sur une paroi au relief plus exact. Dans une ultime mise au point, les sculpteurs parachèvent la reproduction du revêtement de calcite, blanc, granuleux, cristallin, qui a servi de support à l'original, et enfin, le peintre se retrouve seul. Comme l'artiste paléolithique, le peintre doit maîtriser un support ingrat, gagner le pari d'asservir malgré tout cette paroi mouvementée aux exigences du dessin et même de l'utiliser pour donner plus de vigueur au trait, plus de vie à la peinture. Des ultimes détails de relief doivent encore être perfectionnés. De gros grains de calcite avec lesquels joue la peinture sont soigneusement placés. Au fur et à mesure des études longues et minutieuses, des croquis répétés, des observations attentives de chaque détail, le peintre s'est imprégné de son modèle au point de pouvoir le restituer comme s'il venait du plus profond de lui-même. Il s'est habitué à cet art tourmenté, où des pattes viennent se casser sur des arêtes, des ventres s'inscrire sur des dépressions, où creux et bosses se valent comme dans la sculpture la plus moderne. Mais, nécessaire, cette spontanéité difficilement acquise ne suffit pas. Il faut encore effectuer des rectifications infimes dans l'épaisseur du trait ou les grains de calcite qui le supportent.
Les techniques que l'on a choisi d'utiliser ici ne sont peut-être pas exactement celles des artistes de Lascaux, mais elles en approchent certainement beaucoup. Elles évoquent en tout cas un art savant, élaboré, sensible. On voit bien que le dessin, courant avec audace sur les parois tourmentées, n'est pas simple tentative de reproduction réaliste, mais plutôt projection d'une pensée et d'un sens esthétique particulier. Pour réaliser les œuvres qui, des millénaires plus tard, soulèvent notre émotion, les peintres de Lascaux ont passé de longs mois perchés sur des échafaudages dont on a retrouvé les traces. Leur étonnant savoir-faire, qui surprend l'artiste d'aujourd'hui, faisait l'objet d'un enseignement. Ils bénéficiaient probablement, parmi leurs contemporains, d'un prestige et d'un statut particulier. La disposition des peintures sur les parois n'est pas gratuite. La place de chaque dessin a été soigneusement repérée et sa nature décidée en fonction des possibilités du relief. Tel espace convenait à une vache et tel autre à un cheval. Mais surtout, la composition n'est pas le résultat d'une accumulation désordonnée des peintures, au hasard de motivations magiques successives. Des animaux sont délibérément associés. Les signes qui les accompagnent soulignent des significations précises. L'ensemble témoigne d'une pensée beaucoup plus charpentée que l'on a coutume de le croire. Il est le reflet non pas seulement des pratiques de magie qui devaient exister à l'époque, mais des développements d'une véritable métaphysique.